J'ai été enfermée dans une violence conjugale alors que j'étais, sage-femme, écrivaine, rédactrice d'une revue littéraire. J'ai d'abord arrêté de travailler très vite. Ensuite, nous avons emménagé dans une maison, isolée en Normandie. J'ai cessé d'écrire et j'ai fait un jardin, un très grand jardin de 14 hectares. La relation, a été d'abord, très amoureuse, des 2 côtés. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, je l'ai admiré très longtemps et lui était très, très, très amoureux, il le clamait partout. Peu à peu, il a continué à se montrer, très amoureux devant les autres, mais vis-à-vis de moi, le ton a très vite changé. C'est devenu, mon amour devant les autres et saloperie à la maison. Rien ne se voyait à l'extérieur. Il y a eu, évidemment des périodes d'accalmie, mais ces périodes d'accalmie pendant lesquelles il redevenait très amoureux sont devenues de plus en plus courtes et de moins en moins nombreuses. Pourtant, à chaque fois, durant ces périodes, je reprenais espoir. Je pensais qu'il allait changer. En fait, je me rends compte que quand on est dedans, dans cette relation, eh bien, on ne comprend pas vraiment ce qu'on vit. Le problème, on n'arrive pas à cerner la situation dans laquelle on est. On n'arrive pas à comprendre que c'est anormal ce qu'on vit. Alors, ce qui est anormal, mais également, c'est que rien ne survient rapidement. Les choses s'installent petit à petit. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que même la violence, qu'elle soit psychologique ou physique, n'arrive pas d'un seul coup. On peut penser que c'est un trop d'amour par moment. Or, c'est déjà de la violence à ce moment-là. Rien ne survient rapidement en fait, dans cette relation, il y a très vite un dominant et un dominé. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de manipulation, c'est-à-dire que je me sentais toujours coupable, quoi que je fasse. Et comme il y a aussi, comment on a vécu auparavant, hein. J'ai eu une enfance très, très difficile, et plus que difficile, hein, meurtrière, je peux dire. Et je me suis certainement construite avec beaucoup de culpabilité. Il s'est servi de cette culpabilité sans arrêt pour me dominer. Mais comme je me sentais coupable, je ne me rendais pas compte de la domination. Alors, j'ai été enfermée dans cette maison, isolée en Normandie pendant 11 ans, pendant laquelle, puisqu'on était à Paris les 3 premières années, je travaillais le jardin. Il m'a fait énormément travailler. De ça aussi, je ne me suis pas rendu compte parce que moi, je créais un jardin et j'étais heureuse de créer ce jardin. C'est là où est toute l'ambiguïté de la chose. Mais la violence d'abord psychologique, c'est-à-dire les ordres contradictoires, le fait aussi de me rendre toujours coupable de tout ce qui pouvait arriver, même à lui-même, hein. J'étais coupable de tout ce qui pouvait lui arriver. Et puis, peu à peu, de la violence physique est apparue, avec des choses qui ne se voyaient pas, hein. C'est-à-dire, il me secouait très fort ou il me giflait, mais bon, il n'y avait jamais de quoi aller à l'hôpital, disons, hein. Il était très prudent, hein, par rapport à ça. Et des menaces de mort. Des menaces de mort, mais à tel point qu'on finit par s'habituer, quoi. Non, la maison était isolée, je ne sortais plus.
Peut-être, à un moment, j'avais envoyé une lettre au maire, disant que si je me suicidais ou si je disparaissais, il faudrait qu'il y ait une enquête approfondie parce que j'étais menacée de mort. Mais même quand il est venu, voilà, je lui ai dit de ne rien dire et il n'a rien dit. En fait, moi, je ne voulais pas que rompre pendant toutes ces années, je ne voulais pas rompre la relation. Et c'est quand vraiment mon jardin a été menacé, en fait, mon jardin, et moi étions menacés de mort. Il menaçait toujours de détruire mon jardin. C'était un immense jardin, qu'il a broyé, qu'il a ensuite broyé avec un broyeur à main. Il a broyé 852 rosiers quand j'ai commencé à parler. C'était un jardin immense. J'ai vécu aussi une violence économique très importante, puisque pour ce jardin, j'avais tout. Un jardin comme ça, c'est cher, évidemment. Il faut acheter les plantes, il faut acheter les engrais, les machines. Et pour le jardin, rien n'était trop beau. Mais moi, enfin, j'avais des comptes à rendre. J'avais des bottes trouées. Je travaillais avec des bottes trouées. Quand je suis arrivée dans cette association, enfin quand j'ai été sauvée par 2 femmes, une journaliste qui était venue voir mon jardin et qui a vu de la détresse, qui n'a pas compris non plus pourquoi j'avais interdiction de montrer mon jardin. Parce que je travaillais, à la fin, c'était jour et nuit. Vraiment, je me levais la nuit à la lampe torche, j'allais travailler. En fait, mon jardin, peu à peu, a pris ma place. C'est-à-dire que moi, comme j'étais tellement dévalorisée, écrasée par une manipulation et des mensonges tout le temps, que je perdais, je ne me préoccupais plus de moi-même. Voilà. À partir du moment où le jardin était beau, ça me suffisait. Peu à peu, je me suis, plus le jardin devenait beau, plus la violence augmentait en parallèle. Et moi, si le jardin était beau, eh bien, j'avais l'impression que je remplissais mon rôle. Il avait réussi à mettre ça dans ma tête, et puis peut-être moi aussi, parce que je créais de la beauté. Et je n'avais plus rien, puisque je n'avais plus d'amis, je ne voyais plus personne, je n'avais plus l'écriture, j'ai toujours eu besoin d'écrire, de par l'enfance que j'avais eue au départ. Le jardin a remplacé tout ça. Et quand il a commencé à m'interdire les visites du jardin, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait le voir, j'ai vraiment commencé à sombrer. Alors, il m'a interdit les visites du jardin, mais également, il menaçait sans arrêt de le broyer ou de le passer au Roundup. Alors justement, quand il a interdit les visites du jardin et que j'ai commencé à sombrer et qu'il nous menaçait de mort, on était menacés de mort, mon jardin et moi. J'avais peur qu'il me suicide ou qu'il m'enterre quelque part et dise que j'étais partie, puisque j'avais bien senti qu'il préparait quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y a une journaliste qui avait vu donc mon jardin, qui ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas montrer mon jardin, ça lui paraissait invraisemblable, et qui a compris des choses et qui m'a orientée très fermement vers le CIDFF de Lisieux. Et c'est la directrice, donc c'est 2 femmes qui m'ont sauvée. Ensuite, la directrice du CIDFF de Lisieux. Ça a duré encore 3 années après. Moi, j'ai absolument pas pu partir aussitôt. Par contre, j'ai réalisé énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai réalisé que mon jardin existait en dehors de moi, parce que j'étais en train de me confondre avec le jardin. Que si le jardin survivait et qu'il était beau, eh bien moi, je n'avais plus d'importance. En fait, c'est ce qu'il voulait. Et là, j'ai réalisé, dès le premier entretien, que c'était moi, que je vivais et qu'il fallait que je survive. Voilà.
je suis arrivée là comme d'après ce que me raconte donc Nathalie Perrin-Gérard du CIDFF, je suis arrivée comme une SDF, quoi. Je ne m'occupais plus du tout de moi. Et j'avais des vêtements et des bottes trouées. Et quand je suis sortie de l'entretien, du premier entretien, en fait, je n'étais plus la même. Des pans entiers de mon cerveau s'étaient remis. Et je pouvais vraiment pas analyser complètement comme je le fais actuellement, parce qu'actuellement j'analyse bien les situations. Mais en tout cas, je savais que je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir. Voilà. Alors que je ne m'en rendais pas compte. Je ne voulais que sauver mon jardin. Oui, pour moi, oui, puisque je n'ai jamais réussi à partir. J'ai essayé plusieurs fois, hein, j'ai essayé plusieurs fois de partir et je suis une fois un après-midi et je suis revenue. Par contre, parler, oui, pour moi, ça a été le début de... Je comprenais enfin ce qui se passait. J'ai compris aussi qu'il n'était pas original, qu'il y avait d'autres hommes comme lui, parce que moi, je ne mettais pas un nom sur ce qu'il était. Comme j'étais toujours coupable, ne l'était pas. J'étais dans cette optique-là. Il faut qu'elle puisse parler, euh, qu'elle puisse raconter. C'est-à-dire qu'en parlant à une personne de confiance, cette personne qui n'est pas dans la même situation, évidemment, hein, va comprendre des choses et va pouvoir lui expliquer des choses. Parce que quand on est dedans, on ne comprend pas ce qu'on vit. Je l'ai vécu, je l'ai très bien ressenti et les femmes me le disent souvent. Et quand je leur dis ça, elles me disent « mais oui, c'est exactement ça. On ne comprend pas ce qu'on vit ».